Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Guylaine qui est responsable de la finance durable, marché des entreprises HSBC Continental Europe, qui est l'un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. Et Guylaine est là aujourd'hui pour nous parler de la finance durable. Bonjour Guylaine, Bonjour Louisa, comment vas-tu? tout va bien, Je très suis ravie bien. de t'avoir à mes côtés Ouais. dans ce nouvel épisode de Midi Expert. Et Guylaine, tu le sais, aujourd'hui, tu vas répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés, questions que nous avons reçues en amont de cette émission et nous avons conservé les plus redondantes. Alors, plus précisément, tu vas nous parler de ton parcours, mais aussi nous dire quelles sont les formations à privilégier quand on souhaite se construire une carrière en finance durable, quelles sont les différences d'évolution entre finance durable et non durable, mais tu vas aussi nous parler de taxonomie européenne et de la green finance, et je le précise, tout cela au regard de ton expérience. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou aussi nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Alors, c'est le moment, Guylaine, d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes et plus précisément nous parler de tes formations académiques, mais aussi de ton parcours professionnel? Bien sûr, avec plaisir. Donc, j'ai commencé par une école de commerce. J'ai fait l'EDEC, dont je suis sortie en 1997. C'est un petit bout de temps maintenant. J'ai commencé par la banque, un parcours bancaire assez classique. En fait, j'ai rejoint le Crédit Lyonnais sur des fonctions de banquière sur le marché entreprise, donc un parcours un petit peu classique qui existe encore, analyste crédit, puis chargé d'affaires. Et j'ai du coup eu la charge de pas mal de portefeuilles d'entreprises diversifiés, un petit peu tous les types de secteurs, jusqu'à rejoindre ensuite CACIB, qui fait aussi partie du groupe Crédit Agricole, mais qui est davantage sur la BFI, donc la Banque de financement et d'investissement, où j'ai été du coup en charge à la fois de grosses entreprises, plutôt typées CAC 40, et puis de gros mid-cap, SBF 120, donc toujours sur des secteurs assez larges. Donc, au bout de, en gros, une bonne quinzaine d'années d'expérience, j'ai voulu un petit peu évoluer parce que j'avais un portefeuille énergie. Les questions autour de l'énergie m'intéressaient beaucoup. Et je me suis orientée vers une formation académique, donc en 2012, vers un master développement durable à Dauphine, qui s'appelle Développement durable et organisation. Et j'ai fait pendant 2 ans ce passage intéressant de se retrouver sur les bancs de l'école à Oui. nouveau pendant quelques temps. Et ensuite, du coup, ça a été pour moi le début de cette réorientation vers la finance durable, parce que j'ai rejoint derrière Vigeo Eiris, qui est une agence de notation environnementale et sociale, en tant que d'abord directrice commerciale et ensuite j'ai dirigé l'équipe de consultants qui s'occupait de la mise en place de facteurs ESG dans les financements. Ça pendant 6 ans. Donc, une belle voilà, transformation et du coup, découverte de cet écosystème. Et maintenant, depuis 2 ans, je suis chez HSBC en tant que responsable de la finance durable pour le marché entreprise. Donc, je fais un petit peu le pont entre mes expériences à la fois bancaires, bien sûr, en origination, en fonction commerciale sur le marché entreprise et connaissance des financements, et puis cette partie environnementale et sociale dont on va pas mal parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu es là pour nous partager ton et tes expertises. Tu parlais de réorientation. Parmi les questions qu'on a reçues des étudiants et des jeunes diplômés, beaucoup se sont intéressés à ton parcours et notamment la notion de déclic. Alors, une des questions était, quel a été ton déclic pour t'engager dans le développement durable et as-tu eu un déclic? Probablement, oui. Je pense que l'entrée dans ces sujets-là, elle est très personnelle. Moi, j'ai plutôt une entrée qui est liée à un goût prononcé pour la nature, la protection de la nature. Donc voilà, ça c'est mon entrée un petit peu personnelle à moi. Après, je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur un portefeuille pas mal dans l'énergie. Je pense que ça sensibilise aussi, se retrouver à traiter des sujets comme ça au quotidien qui nous amènent à réfléchir sur ces aspects environnementaux. Après, probablement
aussi que les rencontres jouent un rôle important. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, au Crédit Agricole, j'ai décidé de faire ce master en développement durable parce que j'ai rencontré une personne qui en avait retiré une grosse expérience, beaucoup de bénéfices et qui m'avait convaincu de le faire. Donc, je pense aussi qu'il faut beaucoup parler et discuter et échanger pour tracer sa voie. Et donc s'ouvrir aux autres. Et tu es ici, Guylaine, pour nous parler de la finance durable. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la finance durable? Alors, je ne sais même pas s'il y a une définition encore tout à fait Très arrêtée de la précise. finance durable et des impacts en finance durable. Pour tenter de le définir, en gros, ça va être toutes les pratiques de la finance qui intègrent des critères environnementaux et sociaux, de gouvernance également, pour pouvoir davantage flécher les activités de financement vers des bénéfices pour l'environnement, pour la planète, mais aussi pour l'humain, pour le sociétal. Voilà, c'est une définition qui existe. Il y a des activités bien définies de finance durable type microfinance, la finance solidaire, la finance, l'ISR chez les investisseurs. Donc ça, ce sont voilà, toute une famille de types de finance durable. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe quand même, c'est une transposition de tous ces mécanismes-là dans les financements d'entreprises. Et donc, le fait qu'il y ait un élargissement de la base de la finance de façon assez massive et très remarquée aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser un petit peu la question quand même de l'avenir de la finance. Et moi, ma conviction, c'est plutôt de dire la finance deviendra durable, quoi qu'il en soit. On a aujourd'hui une telle pression des régulateurs de l'Europe, régulateurs au sens large, l'AMF s'est emparé de ces sujets, les acteurs privés s'emparent de ces sujets. Donc aujourd'hui, on est face à une situation où la finance, au quotidien, est en train de devenir une finance durable. Et je pense au cœur du sujet. Marquant. Et au regard de cette définition, est-ce que tu peux me dire quelles sont les différences d'évolution entre finance durable et non durable? Justement, l'écart se resserre. Il se resserre vraiment. Aujourd'hui, on observe comme une pratique de marché le fait que les entreprises se refinancent en cherchant à intégrer de façon quasi systématique des critères environnementaux ou sociaux. C'est quasiment plus un nice to have, ça devient un must have, c'est-à-dire que les investisseurs et les banquiers vont attendre ça parce qu'eux-mêmes, dans leur chaîne de valeur, ont beaucoup de pression de la part des régulateurs, de leur part de leur propre impact carbone et donc la façon dont ils doivent reporter. Donc, ça se reporte sur les entreprises et toute cette chaîne vertueuse fait que l'ensemble des financements sont de plus en plus en train d'intégrer ces critères. La question aujourd'hui, c'est voilà, de continuer à le faire dans des principes, dans la crédibilité, donner du contenu et éviter le greenwashing. Ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête collectivement. On peut étendre la finance durable pour qu'elle devienne un peu la finance de demain, mais il faut le faire dans des bonnes conditions pour préserver ce qui relèverait du greenwashing et éviter. Et pour intégrer cette finance durable, cette filière de la finance durable qui est au cœur des sujets aujourd'hui, les étudiants et les jeunes diplômés se posent des questions sur les formations à privilégier. Alors, selon toi, quelles sont les études ou les parcours à privilégier pour se construire une carrière en finance durable? Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Il y en a sans doute pas mal. Je vais essayer de répondre sur ce qui va attirer notre attention à nous en tant que professionnels. Pourquoi on serait davantage attiré par un CV qu'un autre. À mon sens, une formation en finance, si on est attiré par la finance durable, une formation en finance, que ce soit via un parcours universitaire ou un parcours école de commerce, c'est une très bonne base. Parce qu'à la base, on est quand même sur des sujets financiers. Donc, il va falloir avoir cette connaissance-là. Cette assise-là, elle est quand même clé pour comprendre quand on discute avec des métiers dans la banque ou avec des entreprises directement, quelles sont les clés sur la partie financière. Donc ça, c'est déjà une partie qui est clé. Après, pour quelqu'un qui aura un cursus comme ça généraliste, ce qu'il faut, c'est trouver des bons stages assez rapidement.
et très rapidement de se dire, moi, si c'est ça qui me plaît, il faut que je me forme. Donc aujourd'hui, il y a des très bonnes équipes chez certains asset managers qui sont en pointe sur ces sujets-là, donc ça peut être une première piste. Et puis dans les banques, il y a des Sustainable Finance Hub, un petit peu comme ce qu'on a chez HSBC en France. Et là aussi, vous pouvez gagner rapidement en expertise et du coup démontrer votre intérêt rapidement. Sinon, il faut compléter une formation généraliste par éventuellement des MOOC, des formations, des conférences que vous feriez, vous, étudiants, par intérêt personnel. Et ce que j'observe, et ça c'est intéressant aussi, notamment les decks que j'ai faits, commencent à lancer aussi des masters qui sont spécialisés. Donc, c'est vraiment une belle évolution. Ça aurait pu venir d'ailleurs presque plus rapidement, mais en tout cas, c'est bien de voir qu'un certain nombre de grandes écoles parisiennes et autres ou universitaires sont en train aujourd'hui de construire ça dans leur parcours dès le départ. Et donc, pour les étudiants qui sont intéressés, ils peuvent directement aujourd'hui, contrairement à des personnes de ma génération, faire ce type de choix très tôt. Et alors, les profils scientifiques sont des profils intéressants aussi pour intégrer la finance durable? Très. Pour vous donner, oui, très, très intéressant. Pour vous donner des exemples un petit peu concrets de mon expérience, pendant ce master à Dauphine, j'avais fait un stage dans une association qui s'appelle 2 Degrees Investing. Et j'avais été en fait assez bluffée de la nécessité d'être on va toucher à des matières complexes. Et les profils ingénieurs ont souvent, sur tout ce qui va être autour de la modélisation du climat, la réflexion autour de la transition énergétique, avoir des très bonnes bases pour aller vers ce type de matière. Donc, dans ce type d'expérience, en fait, je m'étais rendu compte qu'il fallait la rencontre de ces deux mondes, le monde financier et le monde de l'ingénieur. C'est vraiment important. Et on est en train en ce moment de constituer une équipe chez HSBC et la plupart des CV que j'ai reçus étaient plutôt des CV de personnes ayant un profil ingénieur à la base. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi un appétit pour la matière du fait d'avoir un cursus ingénieur. Donc, les deux sont importants et il faut essayer de trouver un bon équilibre. Est-ce que tu me disais quand on préparait, enfin en tout cas quand on en a discuté avant ce live, c'est que les profils scientifiques démontraient aussi que vous étiez loin du greenwashing et du marketing, parce que c'était vraiment des profils qui s'intéressaient à comment comprendre par exemple les trajectoires en CO2, les indicatifs relatifs. Donc ça permet aussi de montrer, c'est ce que tu me disais, qu'on est loin du greenwashing. On en est très très loin. Ce qu'on cherche à faire en finance durable pour éviter le greenwashing, c'est justement de pouvoir benchmarker, challenger des trajectoires d'entreprises qui s'engageraient dans ces démarches-là par rapport à des trajectoires scientifiques. Donc, en fait, on va être beaucoup à la recherche de la comparaison avec du scientifique. Et donc, pour ça, voilà, il faut de la bonne compréhension. Il faut comprendre les bons indicateurs qui peuvent être du coup très divers selon les sujets. D'un point de vue de la connaissance et de l'expertise, le profil d'un ingénieur est quelque chose est un profil très utile et on est très loin en effet du greenwashing dans toutes ces matières-là. Pour continuer à conseiller les étudiants et les jeunes diplômés, il y a la question suivante à laquelle tu as commencé un peu à répondre, c'est comment se différencier des autres candidats sur le marché? Tu as parlé notamment des MOOC pour s'enrichir, se former. Quels sont tes autres conseils pour se différencier sur le marché? Je pense que pour se différencier, en effet, il faut dans les CV que les étudiants valorisent tout ce qu'ils font. Peut-être que des fois, ils font beaucoup de choses sans vraiment le valoriser. Donc, on a besoin de socles académiques solides sur lesquels, voilà, en tant qu'employeur, on va être rassuré du cursus de l'étudiant. Mais ensuite, les étudiants ne vont pas toujours penser à dire qu'ils ont assisté à des conférences, eu des activités dans les domaines associatifs, associations environnementales, de la philanthropie, des domaines divers et variés dans lesquels ils se seraient investis. S'ils ont suivi ou pas des MOOC, justement, donc il y en a beaucoup, et dans les domaines que l'on suit, on pourrait donner plein de conseils. À la limite, aujourd'hui, la question, c'est plus de faire le tri. Il y a énormément de choses qui existent. Les MOOC en initiation finance durable, il y en a des Nations Unies qui sont très intéressants. Vous avez le site Coursera qui est très intéressant
qui en relèvent beaucoup dans des grandes écoles, Cambridge Institute par exemple. Il y a des personnes assez médiatisées comme Jean Covici qui est investi sur le climat, l'énergie et que les étudiants peuvent suivre. Donc en fait, si les étudiants sont intéressés par ces sujets et suivent de façon active la façon dont les sujets sont traités dans les médias, à travers des MOOC, à travers des formations, il faut qu'ils sachent le valoriser auprès des employeurs et qu'ils le mettent dans leur CV. Et tu parles de CV, de valorisation, ça veut dire aussi personnaliser son CV en fonction du poste et aussi mettre en avant ses options et ses ateliers en école, par exemple? Bien sûr, ça c'est très important. C'est très important parce que de plus en plus, dans les travaux personnels, je pense que les étudiants sont attirés. Ils ont besoin de donner du sens, en fait, à leur trajectoire. On voit quand même un marché de l'emploi pas mal secoué, pas toujours évident. Et je pense que chez les étudiants, on l'a vu dans les pétitions qui ont été signées par les 5000, on voit bien qu'il y a vraiment un appétit du sens. Et donc, il faut que au moment des recrutements, ils puissent transmettre ces messages-là, bien évidemment, et aller sur le marché avec ces messages-là de façon claire. Et tu me disais juste avant que la finance durable est au cœur des sujets aujourd'hui. La question suivante, tu vas voir le lien. Pensez-vous qu'il soit possible d'envisager une carrière dans la finance durable ou bien est-ce pour le moment un simple effet de mode? Alors, effet de mode, moi, je l'accepte en fait de moins en moins, ce mot. C'est vrai que j'ai fait depuis plus de 6 ans maintenant, 8 ans, 8-10 ans même, ce virage. À l'époque, c'était un peu un pari, un peu plus. On ne parlait pas beaucoup de finances durables, les équipes dans les banques n'étaient pas vraiment constituées. Donc, quand j'ai fait ce virage-là, c'était un petit peu plus un pari. Aujourd'hui, ce qui se passe sur le marché, c'est massif. L'Europe, dans son plan de relance, le démontre. Il y a un investissement énorme sur les sujets d'ordre environnementaux et sociétaux. Donc, l'effet de mode, c'est un terme qu'on peut entendre encore de ci, de là, quand même, dans nos milieux professionnels, peut-être chez les étudiants également, mais j'y crois de moins en moins et je ne pense pas beaucoup que les jeunes eux-mêmes pensent que c'est un effet de mode. On est vraiment sur l'idée de faire sa carrière en intégrant ça. Aujourd'hui, ça pénètre tous nos métiers. Que les jeunes veuillent aller vers des métiers plutôt de front, des métiers de crédit, des métiers de compliance, des métiers de financement au sens equity capital market, debt capital market, loan, crédit, ils rencontreront ces problématiques. Et même s'ils n'ont pas une casquette finance durable, parce qu'aujourd'hui, les métiers l'intègrent. Donc, la carrière en finance durable, peut-être qu'aujourd'hui, ça fait encore un sens d'avoir un tremplin un peu qui structure le début de l'histoire qu'on veut raconter et la cohérence qu'on veut donner à son parcours. Je pense que dans quelques années, tout le monde aura dans ses dossiers des sujets autour de Ce l'ESG. sujet-là. Et pour se construire une carrière donc en finance durable, est-ce que pour toi cela veut dire qu'il faut avoir une trajectoire de départ bien définie, connaître le type de finance vers lequel on veut s'orienter? Ça, c'est peut-être un choix plus important. C'est-à-dire que il y a plusieurs mondes. Il y a la finance de marché, il y a la finance d'entreprise, l'asset management. Donc, peut-être que le choix, c'est plutôt celui-là. Que les étudiants s'orientent vers l'un ou l'autre de ces types de finances, ils auront un caractère durable à traiter. Ils auront, en asset management, les asset managers ont commencé il y a de ça au moins 15-20 ans. Donc aujourd'hui, c'est intégré. Si vous prenez la filiale HGAM d'HSBC, qui est en asset management, ils intègrent l'ESG dans tous les investissements. C'est de l'intégration ESG systématique. Donc, c'est plutôt le choix de se dire j'ai plutôt envie de faire de l'asset management, ou de la finance d'entreprise ou de la finance de marché. Voilà, ça, c'est des choix un petit peu différents. Et derrière, la partie ESG sera de toute façon intégrée dans les métiers progressivement, mais déjà, on le voit, on l'observe dans nos quotidiens professionnels. Et tu en parlais tout à l'heure, mais pour commencer sa carrière, en début de carrière, ils peuvent aussi s'orienter vers des hubs d'expertise en banque, par exemple. Ça peut être un bon début de carrière. Alors ça peut être une bonne chose pour gagner en expérience, en expertise rapidement. C'est-à-dire que dans les hubs Sustainable Finance qui se sont créés depuis plusieurs années, c'est
du quotidien à 100% consacré à ces sujets-là. Donc, ça peut être intéressant pour un jeune qui a vraiment envie de faire carrière là-dedans, de commencer dans ce type de hub parce qu'il va analyser les caractéristiques green, ESG des transactions qui viennent de toutes les lignes métiers. Donc, c'est le filtre, c'est aussi du coup l'idée de rester toujours au top, en quelque sorte, de la connaissance dans ces domaines-là, de continuer à s'alimenter en permanence et de pouvoir avoir toujours cette longueur d'avance pour apporter à nos lignes métiers, à nos clients, justement le partage nécessaire pour éviter, entre autres, le greenwashing et bien caractériser les opérations. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant de commencer par ces hubs pour gagner très, très vite en expérience et en expertise, surtout. Et tu parles d'expertise, mais est-ce que c'est pas aussi choisir en fonction de ses appétences? C'est-à-dire si on veut s'orienter plutôt vers une gestion à long terme ou plutôt si on veut parler de volume horaire, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors là, c'est des choix un petit peu classiques pour un étudiant. Certains vont préférer démarrer tout de suite par du M&A, secteur ECM avec des gros volumes horaires et beaucoup de pitch à faire, beaucoup de présentations. Donc, ils retrouveront ces caractéristiques-là s'ils s'orientent vers ces sujets. En asset management, peut-être que l'optique est plus sur du long terme, donc du coup, dans une dimension de temps un petit peu plus longue. Mais on voit en effet, j'ai eu un entretien récemment avec un étudiant qui avait eu un stage très intéressant, très long, dans de l'asset management en finance durable chez un gros asset manager très green de la place. Il en a tiré beaucoup d'expérience, beaucoup d'intérêt, mais en fait, sa conclusion était de dire le caractère durable, je veux le garder, mais je veux le mettre en pratique dans un autre métier et aller plutôt vers la banque d'entreprise parce que, en soi, l'asset management, c'est peut-être pas ce qui m'a le plus plu dans l'analyse des projets, etc. Donc ça, c'est assez personnel. Je pense que c'est par les expériences que ça se construit. Mais en tout cas, l'idée, c'est de donner une cohérence à son parcours, de pouvoir expliquer les choses. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais aller vers telle activité? Pourquoi ce choix? Et donc, pouvoir expliquer, moi, ce qui m'a plu, c'est le caractère durable. Je veux retrouver ça ailleurs. Mais dans le métier, peut-être que la finance d'entreprise me plaira plus parce que je vais être plus en contact avec des clients, parce que ça va être beaucoup plus dynamique, dans un quotidien plus dynamique. Ça s'explique et tout ça, on peut tout à fait l'entendre et le comprendre. Et finalement, ce que tu dis, c'est que parce que la finance durable, elle se répand dans tous les métiers, on peut sans cesse, au long de sa carrière, se réorienter. On peut, la preuve. C'est ça, au regard de ton parcours, on peut se réorienter. J'en suis une des preuves. J'ai rencontré en effet dans mon parcours quand même un certain nombre de personnes qui se sont réorientées. Pour parler encore de ce que j'ai connu en faisant ce master développement durable, on était une quarantaine de personnes, plutôt avec une quinzaine déjà d'expérience à notre actif, entre guillemets. Et la plupart venaient alors du monde de la finance, mais aussi du marketing, des achats, de différents métiers. Et en fait, le fil conducteur de départ, c'est son métier de départ. Il ne faut pas. J'ai rencontré pas mal de personnes disant je veux aller sur du durable, je veux faire ça. C'est pas ça qui va compter. C'est quand même le background de la personne. En tout cas, c'est important au départ pour des étudiants de donner vraiment l'orientation qu'ils veulent. Si c'est du marketing, ils peuvent faire du marketing durable. C'est moins mon sujet, mais on peut en faire, bien sûr. Donc, je pense que ce qui est important, c'est ça. On peut se réorienter, mais il faut toujours avoir un fil de l'histoire. Ne pas se perdre en route et se dire que son expérience, son expertise de base, son socle, celui-là, il faut quand même réussir à le tirer tout au long de sa vie professionnelle. C'est pour ça que tu disais que les stages étaient importants. Alors Guylaine, on prend une autre question, plutôt dans le contexte actuel. Je te lis la question. Pensez-vous que le Covid-19 aura des effets positifs sur le marché des émissions d'obligations vertes? Et quels seraient les bénéfices de la finance durable? Je pense que oui, si on observe les volumes sur le marché, c'est-à-dire que l'an dernier, 2020, a été une année difficile de façon générale pour les entreprises, les banques, et puis on n'en est pas complètement sorti malheureusement.
On aurait pu penser que les entreprises allaient tout laisser de côté et se dire on met en place ce qu'on appelle des PGE, donc des financements garantis par l'État, on arrête les sujets environnementaux, sociaux, tout ça, ça reprendra quand on aura le temps, quand on pourra. C'est un peu ce qui s'était passé à la précédente crise, où ça avait été mis entre parenthèses. Là, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Les entreprises qui étaient embarquées sur ces sujets, elles ont continué et au contraire, elles ont plutôt accéléré. Et on a vu depuis, je trouve, septembre, une prise de conscience énorme chez les entreprises qui n'avaient pas encore une prise de conscience complète. On l'a vu dans nos milieux professionnels, dans la banque également, avec une réelle envie de finalement accélérer ce mouvement et de faire en sorte qu'il soit durable et ça continue. Et les volumes, en fait, en témoignent. Il y a en gros sur le marché des green et social bonds à peu près une augmentation des volumes de 150% en moyenne chaque année, donc colossal. Et ce qu'on a observé là entre 2020 et 2021, c'est plus 600% sur des bonds à caractéristiques plutôt sociales, sociétales, avec entre autres le plan de relance de l'Europe qui comprend une dimension sociale très importante et qui a levé 17 milliards d'euros pour aider les États à soutenir la croissance dans un contexte économique détérioré post-Covid. Donc, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui a plutôt accéléré la finance durable et qui semble du coup lui donner encore plus de contenu pour pas mal de personnes qui nous disent aujourd'hui, vu le contexte, il faut qu'on fasse des choses dans ce domaine-là. On ne peut pas rester à côté. On n'a plus le choix. Et pour continuer, pour creuser sur cette question-là, tu parlais de taxonomie européenne en préambule. Un étudiant s'adresse à toi en te demandant que pensez-vous de la taxonomie européenne et pouvez-vous nous dire quels sont les critères pour choisir un projet sur lequel investir? Alors la taxonomie, c'est important. Pour la définir très, très rapidement en deux mots, parce qu'on pourra en passer beaucoup plus de temps, c'est en fait la création, à mon sens, d'un langage commun entre des investisseurs, des financiers et des entreprises sur des critères qui vont permettre de dire si l'activité d'une entreprise est green ou pas, globalement. Et est-ce qu'elle sert une transition énergétique et une trajectoire accord de Paris, globalement. Donc, c'est important parce qu'en fait, derrière, il y a cette notion de transparence. Entreprises qui seront les plus transparentes, qui seront en matière de faire un reporting ESG assez détaillé. Tu peux préciser ESG pour ceux qui ne sont pas au fait de… Alors, ESG, c'est l'acronyme pour environnemental, social et gouvernance. C'est vrai que c'est important de le préciser et on oublie qu'on l'emploie tout le temps. Et oui. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, pour une entreprise, être transparente dans son reporting et les entreprises qui sauront le faire auront probablement beaucoup plus de facilité à terme pour lever des fonds auprès des acteurs financiers que les autres. Donc, c'est important de ce point de vue-là. Ce qui est important encore sur la taxonomie, c'est qu'en fait, elle va servir des bénéfices environnementaux que l'Europe a définis, d'ordre climatique, gestion de la pollution, la biodiversité, la préservation de l'eau. Et elle définit cette taxonomie quelque chose d'assez intéressant qui est de dire l'activité de l'entreprise doit être bénéfique pour l'environnement sur un de ses objectifs, par exemple servir positivement le climat, mais elle ne doit pas non plus détériorer les autres critères ou impacts environnementaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un constructeur d'éoliennes mettre en place des éoliennes en détruisant la biodiversité par ailleurs. C'est l'ensemble des composantes qui va être pris en compte. Je pense que c'est important d'avoir ça aussi en tête dans une approche très holistique finalement, mais du coup extrêmement complexe également de cette dimension environnementale. Et c'est ce que la taxonomie essaye de traduire. Après, pour travailler aussi au quotidien avec des entreprises de plus petite taille, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des entreprises sur le fait que cette taxonomie soit applicable au marché des plus petites entreprises. Il faut aussi la rendre accessible. Il ne faut pas que ça reste quelque chose de technocrate, de pensée par des politiques. Il faut vraiment la rendre accessible et qu'elle puisse être un outil au quotidien de progrès collectif finalement.
Et ça, c'est quelque chose qu'on va un petit peu voir dans le temps au fur et à mesure qu'on avance sur la mise en pratique. Et il y avait aussi une question sur les critères, mais tu nous en parleras un peu plus tard, puisqu'il y a une question sur vraiment la concrétisation et les projets que vous portez au sein de HSBC. On prend une autre question sur la Green Finance, dont tu as commencé à en parler. Est-ce que la Green Finance n'est pas une technique de marketing pour améliorer son image de marque? Et quelle rentabilité économique comparée à la finance dite classique? Alors, quelle est ton analyse là-dessus? Alors, sur le marketing, on revient un petit peu à l'effet de mode, marketing, que je comprends complètement parce qu'il y a encore des inquiétudes. Et tout à l'heure, je parlais d'une certaine massification qu'on observe sur le marché. Et donc, c'est là où il faut mettre des garde-fous, en effet, savoir de quoi on parle. C'est là où des standards comme la taxonomie ou d'autres types de standards de finance durable nous aident, en fait, pour justement éviter le marketing, éviter de mettre en place des opérations qui ne répondraient pas à un réel fléchage positif. Ouais. Quoi qu'il en soit, moi, je suis quand même assez, à titre personnel, convaincue des petits pas, la théorie des petits pas. C'est-à-dire que toute entreprise a besoin de progresser. Certaines sont très avancées, on va prendre Danone. Certaines sont des PME, elles n'ont pas les mêmes moyens humains, elles n'en sont pas au même niveau, mais n'empêche que elles ont un état des lieux à date qu'elles peuvent faire progresser. Et donc, je pense qu'il faut absolument éviter le marketing et de ne faire des opérations de ce type-là que pour en communiquer dessus. En tout cas, il faut essayer d'accompagner toutes les entreprises, même les moins matures, parce que si elles lient leur financement un jour donné à des critères environnementaux et sociaux et qu'elles se donnent une ambition de progrès, de trajectoire, ça veut dire que 5 années plus tard, elles seront quand même dans une situation meilleure et qu'elles auront peut-être réussi à mobiliser des équipes en interne, à fédérer et à faire avancer le sujet. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être assez large, ne pas se dire qu'il faut être au top et très, très bon pour faire ça. Mettre des garde-fous, ça c'est évident. Mais en tout cas, être assez englobant quand même pour pouvoir tracter l'ensemble des acteurs privés dans ces domaines-là. Et alors, quelle rentabilité économique comparée à la finance dite classique? Alors du coup, sur cette question un petit peu précise, on a aujourd'hui quand même de plus en plus d'études. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans où il y a de façon aussi massive, mais aujourd'hui, on constate dans beaucoup d'études et que les performances boursières et environnementales et sociales des entreprises, quand on a des notations d'entreprises sur ces aspects-là, sont très corrélées. Donc, en fait, les parcours boursiers, les meilleurs parcours boursiers sont souvent ceux d'entreprises qui sont engagées en matière de RSE, qui ont pris des engagements. Et tout ça s'explique assez facilement. C'est-à-dire qu'une entreprise ayant des engagements en matière sociale et environnementale, sociétale, va en général mieux anticiper les risques de transformation des business, mieux anticiper les réglementations qui peuvent leur faire courir un certain nombre de risques, mieux gérer le risque réputationnel aussi. Et donc, ça permet quand même de préserver en général la performance financière. À l'inverse, si on prend des entreprises qui connaissent des grosses controverses et un risque réputationnel important, elles ont en général des embûches et des parcours boursiers ou financiers un petit peu plus chaotiques. Donc une grande rentabilité quand même, c'est ce que tu dis. On prend la dernière question déjà, Guylaine. Pouvez-vous nous donner des exemples de projets que vous accompagnez, ce qui reprend la question des critères un peu plus haut. Quels critères et surtout, quels sont les projets que vous accompagnez au sein d'HSBC? Alors, on accompagne beaucoup de projets. Je vais parler un petit peu plus de la finance d'entreprise qui est notre sujet, qui peut être large, au sens où une entreprise va se financer soit auprès des banques, soit auprès d'investisseurs. Donc, on peut avoir aussi des mises en place de placements privés ou d'obligations publiques qui sont adossées et alignées sur des critères ESG. Donc, je citerai un petit peu 2 types d'opérations classiques qui se pratiquent aujourd'hui beaucoup et donner des exemples
de projets qu'on a accompagnés, on a toute une série d'opérations autour de critères ESG qui sont intégrés dans les financements qu'on appelle et qu'on qualifie de ESG linked ou sustainability linked. C'est-à-dire que les financements dans ce cas-là de l'entreprise et la marge de financement va dépendre de l'atteinte ou pas de critères et d'une ambition RSE de la part de l'entreprise. Donc, pour vous donner un exemple, on a accompagné une coopérative laitière qui a mis ça dans une opération de placement privé allemand, qui a valorisé en fait à travers cette opération les différents piliers de sa stratégie RSE, à la fois au niveau sociétal. On a par exemple intégré un critère qui permettait d'évaluer l'impact de l'activité de l'entreprise, l'impact positif sur le soutien des territoires en France, avec notamment le soutien des jeunes agriculteurs qui s'implantent et qui se développent dans un contexte assez compliqué en agriculture aujourd'hui en France. On a un deuxième critère qui était davantage lié à leur engagement vis-à-vis de la planète, donc de protection de la planète, avec du coup un critère de réduction des émissions de CO2. Donc voilà le type de critère vraiment qu'on va rechercher, c'est dans quelle mesure une entreprise met en place une feuille de route, une roadmap et qu'elle arrive à limiter ces critères. Et puis un troisième critère qui était davantage sur la traçabilité qui est importante aujourd'hui pour le consommateur. Et donc, quand on remonte sur l'amont de la chaîne pour une coopérative laitière, c'est quoi? C'est le bien-être animal. Et donc, le bien-être qui peut être évalué à travers des audits et des résultats surtout de ces audits qui vont être communiqués aux différents financiers qui ont participé à ce placement privé. Donc, je pense qu'il y a deux choses dans la question, et si on répond à ces questions aussi d'impact, de comment mesurer l'impact, c'est extrêmement clé d'avoir des métriques, de pouvoir les faire auditer, certifier par des tiers externes indépendants, et on le fait dans ce type d'opération. Les entreprises doivent démontrer que ce qu'elles font est opposable et peut être du coup évalué par des tiers externes indépendants. Mais l'autre chose qui est sans doute plus fondamentale encore, c'est les feuilles de route qu'elles mettent en place, les roadmaps. Quels sont les moyens qu'elles vont en fait déployer pour arriver à avoir de l'impact? Et ça, c'est tout aussi important et c'est ce vers quoi on essaye de les engager finalement, autant qu'on peut. Donc voilà un exemple de transaction qu'on caractériserait d'ESG linked. Et puis ensuite, on aide bien sûr beaucoup d'entreprises sur des financements qu'on flèche green, donc ce qu'on appelle green loan, fléché, où là, on va servir directement un impact positif au niveau environnemental. Donc, on soutient financièrement beaucoup de PME, soit par des green loans, soit par des financements qui sont green et adossés sur des enveloppes de la Banque européenne d'investissement, dans des activités énergie renouvelable, par exemple, mobilité durable, qui aujourd'hui sont très demandeuses de CAPEX, donc d'investissement, et qui ont besoin de financement de façon conséquente de la part des banques qui les accompagnent. C'est très clair. Merci Guylaine. J'ai envie de te dire même merci pour cette masterclass. Mais surtout, merci de nous avoir partagé ton expertise, tes conseils et d'avoir donné toutes ces bonnes voies aux étudiants et aux jeunes diplômés qui nous regardent. Chez vous, n'hésitez pas à aller sur notre site jobteaser.com, à vous abonner à notre page YouTube ou à nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr pour en apprendre davantage grâce aux tutos, conseils vidéo sur votre insertion ou orientation professionnelle. Guylaine, encore un grand merci de nous avoir partagé tous tes conseils. Merci Louisa. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Midi Expert. À bientôt!